Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif Photographe. Il y a une semaine, nous vous avons demandé de nous poser vos questions sur la photographie de studio. Nous avons sélectionné les 10 questions qui revenaient le plus souvent. Voici nos réponses. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Serrano, que vous connaissez déjà à travers ses tutos sur l'utilisation de Photoshop. Mais aujourd'hui, nous faisons appel à lui par rapport à ses connaissances sur la photographie de studio. Première question, flash Cobra, flash de studio ou lumière continue, quel type d'éclairage choisir? Bon, alors effectivement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur le matos. Bon, il y a une histoire de budget et il y a une histoire de côté pratique. On va tout de suite parler de la lumière continue. La toute première lumière continue qui existe, c'est la lumière naturelle. Elle vient du soleil, on va dire. Et là, on prend ensuite des éléments, des fenêtres que l'on a. Ensuite, ce qu'on appelle la lumière continue, c'est-à-dire quand on a une lampe, alors en cinéma, on utilise par exemple les mandarines pour y chercher, on peut avoir des fluos, on peut avoir des torches LED comme l'utilisent les vidéastes par exemple. On peut avoir des torches spécialisées par les marques en fait, qui fabriquent des flashs de studio, qui ont des lampes en lumière continue réglables avec certains avantages. La lumière continue est très pratique parce qu'on voit ce qu'on fait tout de suite. Par contre, l'inconvénient qu'elle a, c'est que ça chauffe, ça consomme beaucoup d'énergie. On a un problème pour donner beaucoup de puissance, surtout quand on est dans des grandes pièces, etc., sur la lumière continue. Ça coûte très cher et ça demande de grosses surfaces. Et l'inconvénient qu'on a aussi, c'est la qualité des lampes. Dans une lampe à lumière continue, les lampes que vous utilisez chez vous, il y a ce qu'on appelle un indice, l'IRC, c'est l'indice de rendu des couleurs. Et la manière dont le soleil rend le bleu, le rouge, le jaune dans ses proportions, et bien en fait, une lampe peut faire tirer vers le jaune, vers le magenta, etc. C'est pas toujours nickel. Et donc la qualité des lampes, comme la LED, comme une lampe fluo ou autre, peut influer fortement sur la lumière continue. Donc, c'est vrai qu'elle peut être rassurante au début parce qu'elle est très pratique. Elle nous permet de nous affranchir aussi des problèmes de vitesse de synchro, etc. Mais l'inconvénient qu'on a, c'est qu'elles sont souvent, elles manquent de puissance, elles chauffent, et on a ces problèmes de qualité de lampe qui fait que ça peut coûter très très cher. Ensuite, il y a le flash. Alors en fait, on pourrait faire du studio avec du flash Cobra, c'est pas un problème. Le seul inconvénient qu'on a, c'est qu'en studio, des fois, quand on veut travailler, on le verra plus tard dans les questions sur le loquet ou dans du noir, il n'y a pas de lampe pilote, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclairage. Et si je mets tout dans le noir et que j'attends l'éclair de flash, comment je fais la mise au point dans le noir? C'est pas possible. Tout à fait. Ça, c'est la première contrainte du flash Cobra. L'autre contrainte qu'on a, c'est son manque de puissance. Quand je suis dans une toute petite pièce et que je suis proche, il sera assez puissant. Mais si je veux éclairer un grand volume, plusieurs personnes, ou que je suis dans un studio qui fait 6 mètres par 5 mètres de plafond, etc., très vite, en fait, il n'arrivera pas à compenser. L'autre inconvénient du flash Cobra par rapport à sa puissance, c'est que si j'éclaire la pièce, normalement avec l'éclairage comme on en a pendant l'enregistrement, par rapport à sa puissance, il ne va pas fortement compenser. Un flash de studio, quand la puissance de son flash fait que du coup, même si j'ai de la lumière ambiante autour, ça ne me gênera pas puisque je ne verrai pas la différence parce que l'éclair de flash sera tellement puissant que mes réglages seront adaptés au flash de studio. Okay. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais... Ouais, et du coup, tu parlais de puissance. Donc, par exemple, avec la lumière continue, il serait compliqué de figer un sujet qui est rapide ou... Le problème, c'est qu'il faudrait au moins 400 watts. 400 watts, ça chauffe. C'est un vrai radiateur, hein. Enfin, en face de vous. En halogène, si on utilise par exemple, vous voyez, les projecteurs de chantier, ce genre de choses, il faudrait du 2000 watts. Donc c'est très chaud, c'est beaucoup de lumière. Donc pour avoir une lumière suffisante pour pouvoir travailler à des vitesses qui sont supérieures à un 200e de seconde et qui nous évitent d'avoir du flou de bouger. Alors la vitesse de synchro-flash, on en parlera peut-être plus tard, je crois. Donc d'après toi, et selon ton utilisation, qu'est-ce qui est le mieux? Enfin, toi, qu'est-ce que tu préfères utiliser comme lumière pour travailler? Ça dépend en fait le type de rendu que je veux. Si je veux des rendus dits naturels, j'avoue que la lumière continue ou la lumière du jour, carrément, je préfère par goût. Okay. J'ai tendance à éviter d'utiliser les flashs. Par contre, si je veux faire de l'éclairage de nuit artistique, par exemple, etc., les flashs sont beaucoup plus adaptés. Okay. Ou du studio, mais avec ce rendu studio qu'on peut avoir à des ombres portées, etc., plus marquées. Je trouve que l'éclairage de studio est plus adapté. Dernière chose, je pense que c'est important de présenter une vraie torche de studio. Okay. En fait, ça fonctionne comme un flash Cobra, sauf qu'il n'y a pas la fonction TTL ou automatique. Il y a juste un réglage de puissance. On va mettre plus, moins avec les flèches. Mais la particularité, c'est qu'il y a le tube flash
et une lumière continue. Par rapport au Flash Cobra, si j'allume la lumière continue, en fait, ça va me permettre, d'ailleurs, je vais pouvoir la régler aussi en puissance ou pas, ça va me permettre d'ajuster ma lumière, de faire mon point avec lumière continue qui est plutôt de mauvaise qualité, on voit qu'elle est assez jaune. Ouais. Mais on va régler notre puissance par rapport au flash. Cette lumière continue va nous permettre juste d'équilibrer nos éclairages et de pouvoir travailler et faire la mise au point. Et de voir aussi comment se dispose la lumière sur le Effectivement. C'est d'où l'effet que... Par contre, la contrainte par rapport à la lumière continue, c'est que le flash éclairant beaucoup plus fort, en puissance, un 400 watts c'est déjà très fort dans une petite pièce, si vous avez un petit studio dans un appartement par exemple, 400 watts ça peut être beaucoup, 250 peut suffire. Si à l'inverse vous avez un studio qui fait 6 mètres par 9 mètres, etc., ça serait plutôt du 600 ou du 1000 watts qu'il vous faudrait. Mais l'inconvénient qu'on a, c'est qu'on a du mal à travailler à grande ouverture avec des flashs de 400 watts. Par exemple, dans une petite pièce, dans un petit appartement, un 400 watts, vous oubliez d'ouvrir à 1.4 ou à F2, etc. Vous allez avoir tendance à travailler à F8 parce que le flash tape tellement fort, en fait, que pour équilibrer, vous êtes obligé de fermer. Pour une raison simple dont on va aborder plus tard, c'est qu'il y a une vitesse de synchro flash. Avec un flash, vous ne pouvez pas dépasser généralement 1/200 de seconde. Tout à fait. Et ça vous contraint. On parlera après d'autres questions sur les technologies. Très bien. Donc on va passer à la question numéro 2. Donc parapluie blanc, argenté, softbox, octobox ou encore stripbox. Quel diffuseur utiliser et pour quelle situation? Ok. Alors, concernant Flash Cobra en lumière continue ou en flash de studio, mais plus sur les flashs de studio, où c'est plus courant, il existe ce qu'on appelle des modeleurs. Donc, pour comprendre, si j'utilise un petit bol, par exemple, comme celui-ci, la lumière étant assez petite, ou un flash où là elle est encore plus petite, je vais avoir des ombres plus dures, c'est-à-dire plus marquées, plus coupées à l'âge, comme quand vous êtes en plein soleil l'été. D'ailleurs, il y a une vidéo assez bien faite sur Objectif Photographe qui explique très bien ça, l'histoire de la lumière douce et la lumière dure. Si je prends un diffuseur qui est plus grand, par exemple un parapluie, la surface qui va m'éclairer, la morflée, celui-là il a vécu un peu, la surface qui va m'éclairer est beaucoup plus grande que mon bol ou que mon flash ici. Et donc ça va avoir tendance à dégrader mes ombres. L'inconvénient du parapluie, alors, qu'il soit transparent. Celui qui est transparent comme celui-ci, on place la torche derrière, en fait, le parapluie, et on flash à travers le parapluie. Quand on a un parapluie dit argenté, blanc, etc., avec une surface noire sur le dessus, étanche, on va avoir tendance à travailler à l'inverse, c'est-à-dire en réflexion. La couleur du parapluie ou sa transparence va juste jouer sur les reflets. On va être plus ou moins brillant sur la peau, etc. Et la taille du parapluie, au plus ça va être grand, au plus on va avoir une lumière douce. Donc le parapluie, c'est vraiment la chose la plus simple à balader, etc. L'inconvénient par contre du parapluie, c'est que je ne maîtrise pas la lumière, c'est-à-dire qu'elle n'est pas enfermée dans une boîte. C'est pas directionnel. C'est pas directionnel. Ce qu'on appelle une softbox, une octobox, etc., ce sont toutes en fait des softbox, c'est-à-dire ce sont toutes des boîtes à lumière dans lesquelles j'enferme la lumière. Et la forme, qu'elle soit carrée, rectangulaire, octogonale, etc., va jouer sur le reflet dans les yeux et va influer en fait sur la manière dont on répartit la lumière. Par exemple, quand on fait du nu, on aime bien les streetbox parce qu'elles sont toutes en longueur et qu'on peut éclairer une bande sur le corps. Par contre, entre une softbox carrée et une octobox, si elles font le même diamètre, elles auront la même lumière. C'est-à-dire on aura une ombre plus ou moins dégradée, donc plus ou moins douce, suivant son diamètre. Donc là, par exemple, j'ai une octobox qui a une forme octogonale. Si j'avais une softbox carrée, ça donnerait à peu près la même chose. En termes de lumière, la seule chose, c'est que si je regarde dans les yeux, j'aurai un reflet octogonal au lieu d'avoir un reflet carré qui est plus esthétique. Ça change la forme du reflet. Voilà, c'est pour ça que souvent l'octobox, on la préfère à niveau pro parce que c'est plus esthétique dans les yeux. Le bol beauté, par exemple, le fait qu'il ait la surface centrale cachée et le reste, va avoir tendance à éclairer un peu le tour du visage et donner un autre type de rendu, un peu plus dur au niveau des ombres, mais qui est assez prisé dans la mode. D'accord. Par contre, l'octobox, comme on le voit, elle est enfermée, la lumière, elle est dans une boîte. Et ça va me permettre en fait de diriger ma lumière. C'est-à-dire que si j'éclaire comme je serais positionné là, c'est-à-dire avec la torche devant moi, je m'éclaire à la fois moi et à la fois le sujet qui est derrière, le fond. Si par contre je la mets sur le côté, je m'éclaire toujours, par contre, je n'éclaire plus le fond. Ça me permet, avec la même boîte à lumière, par exemple, de créer deux types d'éclairage, en gardant toujours un éclairage de côté,
mais je vais m'éclairer moi et je vais choisir d'éclairer plus ou moins le fond, en fait, suivant comment je vais la positionner. Mais ça va me permettre aussi de la mettre en lumière rasante, de pouvoir travailler vraiment, de pouvoir maîtriser ma lumière. Ok. D'où l'avantage des octobox, et c'est pour ça qu'elles sont temprisées, et c'est pour ça qu'il y a différentes formes aussi. Alors après, vous verrez ce qu'on appelle des nids d'abeilles, ce genre de choses. Toutes ces choses-là me servent juste à plus ou moins maîtriser la lumière, et si je veux vraiment la localiser sur mon sujet, sur le fond, etc. Ouais. Ça, vous verrez qu'à l'utilisation, je peux à la fois décider d'éclairer que mon sujet, ou éclairer le sujet et le fond, ou éclairer vraiment que le sujet sans vraiment du tout éclairer le fond parce que je le veux bien noir. Ton micro. Pardon. Etc. D'où l'intérêt de l'octobox. Donc, si vous devez avoir un kit de base, parce que vous êtes beaucoup à demander, qu'elle soit octo ou qu'elle soit carrée, c'est pas grave. Vous pouvez commencer avec les softbox de base, mais choisissez plutôt des softbox que des parapluies. C'est plus précis. Ça sera plus précis, ça vous permettra de faire plus de choses. Pour continuer sur le matériel, vous avez été très nombreux à nous demander quel serait le kit de base pour débuter en photo de studio. Et évidemment, il y a cette fameuse contrainte de budget, toujours. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais pour commencer? Alors, il y a beaucoup de photographes de mode, par exemple, ou de nuit artistique, qui ne travaillent qu'avec un seul flash. Certains travaillent avec une lumière continue, d'autres avec, etc. Peu importe, on ne va pas revenir sur le débat, ça dépend en fait le côté pratique et l'utilisation. Donc un kit de base, ça pourrait être un seul flash. Il y a beaucoup de photographes de mode qui aiment travailler avec une seule source sur le côté pour avoir des ombres bien marquées, etc. Et ils ont éventuellement un réflecteur pour venir casser les ombres de l'autre côté. Quand on fait du nuit artistique, par exemple, on a tendance à éclairer plutôt dans le dos pour avoir beaucoup d'effets de backlight et de découper le corps. Donc là, souvent, dans le kit de base, on a au moins besoin de 2 torches. Okay. D'accord ? Avec plutôt des stripbox ou des octobox. Les octobox pour démarrer, c'est pas mal. Ceux qui font du bébé, de la maternité, etc., ont besoin de lumière assez douce. Ils vont pas chercher à avoir des ombres très marquées, souvent. Donc, ils vont souvent éclairer par le haut, et ils vont casser les lumières ou éclairer le fond pour faire des effets de dégradé, etc. Donc là, avoir 2 ou 3 torches peut être pratique, parce qu'on peut imaginer avoir une source principale légèrement de côté et de haut pour avoir une lumière qui représente un peu comme le soleil qui serait au-dessus de nous, et qui serait assez naturelle, avec une grande boîte à lumière. Je parle dans le cas de bébé, etc. On pourrait imaginer avoir une seconde source plus bas, mais réglée beaucoup plus faible, qui serait juste pour que les ombres soient moins noires, et avoir un éclairage dans le dos qui éclairerait le fond en dégradé pour donner un effet de dégradé sur le fond et que ce soit plus esthétique. D'accord. Donc en fait, on voit que suivant l'utilisation, oui, ça varie. il n'y a pas vraiment de kit de base, il y a un outil. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est un kit de torches avec 2 softbox, c'est pas mal. Avoir au moins un réflecteur. Déjà, vous avez commencé. Après, vous verrez si vous avez besoin d'ajouter une 3e, une 4e source. La 4e source, elle sert souvent à éclairer du backlight pour faire des effets de contour, par exemple. Okay. Comme on a fait là, d'ailleurs, où on en a autour de nous. Donc, voilà à quoi ça sert. Après, on peut ajouter des couleurs, on peut ajouter beaucoup de choses, mais c'est déjà vraiment pour démarrer, on peut déjà faire beaucoup de choses avec simplement 2 torches, voire même une torche. Ok. Donc même une torche, une octobox, ça permet de découvrir l'univers de la photo Après, de studio. Dans les kits que vous allez trouver des kits à 200 €, des kits comme du Brocola ou d'autres marques qui vont en coûter 2000, 3000, 5000 €. Alors c'est une question qu'on va revenir après sur la vitesse d'éclair, de flash, etc. Mais la différence, ça vient de la qualité de la lampe pilote. Le fait que, par exemple, quand le flash déclenche, elle s'éteigne ou pas. Le fait que le flash met du temps à se recharger. Si vous faites du catalogue, par exemple, vous avez besoin de pouvoir aller vite. Vous n'allez pas attendre à chaque fois 3-4 secondes. Rester dans le noir, pouf, ça se rallume. Ça peut être contraignant. Puis de toute façon, un flash d'entrée de gamme ne supporterait pas un shooting catalogue et finirait par claquer au niveau des composants parce qu'on le ferait trop chauffer. Donc c'est ce qui justifie l'écart de prix, c'est les vitesses d'éclair de flash. On va y revenir plus tard. Ça va être la qualité de la lampe pilote et ça va être sa robustesse, en fait, sa capacité. Après, les puissances, si vous faites ça dans un petit appartement où vous avez une pièce qui fait 4 mètres par 3 ou autre, et que vous allez travailler sur des bébés, sur des petites choses, vous n'avez pas besoin de beaucoup de puissance. Un 250 watts, 200 watts suffit. Souvent, le 200 ou le 400, c'est vraiment les kits de base. Quand on travaille dans des petits studios, etc., on fait déjà beaucoup de choses avec ça. Tu me disais tout à l'heure, 400 watts, c'est égal 400 joules. Exactement. Exactement, c'est du jargon. Après, on va pas rentrer dans la technique pure, mais c'est pour ceux qui voient sur les fiches techniques. C'est la même chose. Voilà. Après, le fait d'acheter une marque, c'est comme acheter une grande marque française d'une voiture ou d'acheter du Canon, du Nikon ou des marques connues, Sony, peu importe. C'est qu'on trouve plus facilement des pièces.
C'est-à-dire que sur une marque lambda chinoise qu'on ne connaît pas, etc., on aura peut-être du mal à trouver différents types de modeleurs, des parapluies, des octobox, des softbox, etc., qui peuvent s'adapter. Donc sur les grandes marques de flash, on a quoi? Il y a Elinchrom, il y a Elinchrom, il y a Profoto, il y a Brocolor, il y a Walimex, il y a, j'en cite, je suis désolé pour ceux que je vous mets sur le coup, mais il y en a 5-6 grandes qui reviennent tout le temps dans les magasins, dans les sites spécialisés, et sur lesquels on trouve même des marques alternatives. Il y a des marques comme Walimex, par exemple, qui fabriquent des boîtes à lumière pour différentes marques, etc. Dans les kits de base qu'on vous propose dans les débutants, souvent dans les kits flash, ils vont vous vendre 2, 3 torches, 4 torches. 2 ou 3, c'est parfait. 3, c'est assez pratique parce qu'on peut travailler aussi le fond. Donc, si vous avez les moyens, 2 torches suffit. 3 torches va vous donner plus de possibilités. 200, 400 watts, ça dépend si vous avez travaillé dans un tout petit studio ou pas. Si vous pouvez prendre le 400, c'est très bien. Ensuite, quand vous avez des kits avec des parapluies, qui coûtent moins cher forcément, c'est possible, mais vous allez avoir la contrainte de ne pas pouvoir vraiment positionner vos éclairages, vous allez vous limiter. Donc des fois, il vaut mieux ne prendre qu'un kit de torches de base avec des softbox plutôt que prendre le kit 3 torches avec des parapluies, par exemple, pour le même prix. Si vous voulez un kit de base, je commencerai comme ça. Au moins, vous aurez plus de possibilités et on peut déjà faire beaucoup de choses avec 2 torches, parce qu'on peut orienter, on peut maîtriser sa lumière. Et donc tu parles de torches pour commencer, tu attaquerais direct avec des torches ou si on veut vraiment faire du studio, oui, c'est conseillé. Et que ça sera plus pratique. Ça sera plus pratique. C'est vrai qu'on pourrait travailler avec des flash Cobra, mais vous allez avoir la contrainte, dès que vous allez faire des choses dans du noir, par exemple des portraits où le fond est noir, où il y a juste une partie du visage qui se détache, etc., le flash Cobra va vous embêter parce que vous n'avez pas de lampe pilote. D'accord. Et les lumières continues vont vous demander des espèces de radiateurs qui chauffent beaucoup, encore qu'avec la LED ça va mieux, mais vous n'allez pas avoir toutes les variétés de boîtes à lumière, etc. Vous allez vous limiter dans le temps. Donc vous allez faire un premier achat que vous aurez du mal à faire évoluer. Ou alors il faudra mettre très cher dès le départ. Donc pour petit budget, il vaut mieux prendre 2 torches de studio et commencer. On peut commencer avec des flash Cobra, mais vous aurez la contrainte de perdre la lampe pilote. Ok, super. Même s'il peut y avoir des astuces, mais bon. On va passer à la 4e question. Qu'est-ce qu'un flashmètre et est-ce indispensable? Alors, quand on travaillait en argentique, on était obligé de mesurer, d'ailleurs moi qui travaille encore en argentique dans certains cas, pour des histoires de préférence sur le rendu, le flashmètre ou le posemètre, etc., nous oblige en fait à mesurer la lumière. Alors comment ça marche? C'est dommage, j'en ai pas pris un là, mais on va fixer par exemple un 200e, ISO 400, et je vais déclencher le flash et il va me donner l'ouverture idéale pour avoir une lumière qui soit ni trop claire ni trop sombre, qui soit pile poil équilibrée. En fait, ça mesure la lumière comme la cellule d'un appareil. C'est ça. L'avantage, c'est qu'il un flashmètre va fonctionner avec le flash. Maintenant, avec nos appareils numériques, c'est facile d'équilibrer. Donc, un débutant, et moi d'ailleurs, je travaille rarement au flashmètre en studio, à part quand j'ai besoin vraiment d'être très précis. Donc, ça dépend du niveau d'exigence de nos clients, etc. Mais par contre, pour apprendre ou pour débuter, il suffit de faire une photo, on fixe notre vitesse, on fixe nos ISO, on fait une première photo, on voit si elle est trop sombre ou elle est trop claire, et on ajuste notre ouverture en fonction, en fait. En studio, on fonctionne comme ça. On fixe la vitesse, parce que le flash, à part en lumière continue, mais sinon, le flash nous impose souvent de travailler à la vitesse de synchro à 1/200e. On va réexpliquer ça un peu mieux tout à l'heure. Mais vous allez fixer votre vitesse, vous allez fixer vos ISO. La seule chose que vous pouvez toucher, du coup, c'est l'ouverture en studio. C'est relativement simple. Et du coup, avec l'écran de contrôle et avec l'histogramme, c'est très facile de s'équilibrer. On déclenche 2-3 fois et on trouve son réglage. Après, le flashmètre, quand on devient pro et qu'on va travailler sur du catalogue, etc., va nous permettre de travailler plus vite, d'être plus efficace. Donc, calculer des ratios aussi. Ça va permettre de calculer les ratios, de pouvoir réappliquer des recettes de manière beaucoup plus précise, parce qu'on sait ce qu'on veut et que si on a des choses, par exemple, sur plusieurs jours, on veut rééquilibrer, avoir exactement le même rendu d'un jour à l'autre. Donc au moins, on est sûr d'avoir ce qu'on veut, puisque on aura maîtrisé, on a les bonnes valeurs, parce qu'on les aura enregistrées ou autre. Donc c'est pas la même manière. Mais quand on débute, parce que là, beaucoup de débutants nous posaient des questions, c'est pas indispensable. Moi, honnêtement, j'ai fait des dizaines et des dizaines de shootings studio sans flashmètre. Le flashmètre m'est utile quand je travaille pour du pro. Ouais. Ça vient à un niveau peut-être plus élevé de pratique. Si je fais du catalogue avec une marque de fringues, etc., j'ai besoin que de la première photo à la dernière, j'ai toujours la même chose. Donc là, le flashmètre va m'être utile pour être beaucoup plus précis. Ok. On va passer à la 5e question. Qu'est-ce qu'une charte gris neutre? Et pareil, est-ce que c'est indispensable? Alors,
Si vous avez vu mes photos de super-héros, par exemple, ou certaines de mes photos, qu'on soit en extérieur ou pas, la balance des blancs, en fait, est plus ou moins importante puisqu'on va faire du créatif. Et en plus de ça, avec un logiciel comme Lightroom ou Photoshop ou autre, il est facile de rééquilibrer sa balance des blancs, surtout si vous travaillez en RAW. Donc du coup, une charte de gris, c'est un peu comme avec le flashmètre. C'est pratique si vous avez une exigence de rendu des couleurs. Si je fais de la fringue et que je veux que la couleur de ton pull soit juste, la charte de gris va me permettre d'équilibrer ma balance des blancs à l'avance. Sinon, les flashs de studio correspondent plus ou moins à la lumière du jour si vous vouliez forcer la balance des blancs au niveau de vos réglages. Souvent, il y a ce petit icône... flash, par exemple. Le petit pictogramme flash, c'est ça. Mais après, il y a des... Alors, en studio, par exemple, quand on travaille sur un fond gris, c'est très visible. Des fois, on préfère avoir des tons un peu plus froids qui vont donner un fond légèrement bleuté, mais qui vont donner une forme de contraste qui font assez mode. Et à l'inverse, quand on va faire du newborn ou des enfants, des fois, on va avoir tendance à vouloir réchauffer la température de couleur. Alors, et pour ceux que ça intéresse, comment ça fonctionne exactement? On met donc une charte de gris, c'est un bout de carton gris. C'est ça. Gris neutre. Alors souvent, on a fait différents niveaux de carton. Le gris neutre idéal des balances des blancs, 18%, là, c'est à 18%, ça. Et il n'y a pas de teinte, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de bleu dedans ou autre, il est censé être pur. C'est ça. L'avantage de le prendre une fois en photo, si je me règle dessus, alors on peut essayer de régler la balance des blancs à l'appareil, mais au moins à la retouche, je pourrais me servir de cette charte de gris pour aller après équilibrer la totalité de mes images. Et j'aurai ma base de référence. C'est ça. Simplement. En fait, on fait une photo avec la charte. C'est ça. Et après, on fait les autres sans la charte. C'est ça. Et mais sur la première, on va venir mettre la pipette de balance des blancs, c'est ça? C'est ça, dessus. en automatique, parfait. Et ça va nous équilibrer. Et après, on applique le réglage à toutes les photos. C'est ça. Donc, en post-production. On va passer à la 6e question. Donc, qu'est-ce qu'un studio Daylight et quels sont tes conseils pour ce type de studio? Alors déjà, le terme studio Daylight signifie en fait studio lumière du jour. Souvent, c'est des studios qui ont des grandes fenêtres, une véranda, un toit vitré, etc., avec une lumière qui provient du jour, du coup, et de l'extérieur. Alors, honnêtement, moi, par goût, je trouve ça très beau. À Paris, j'ai déjà eu l'occasion de shooter en mode dans des grandes pièces avec des fenêtres hautes qui ne donnaient pas une lumière directe et qui étaient... c'est superbe. L'inconvénient, par contre, de la lumière du jour, c'est de ne pas pouvoir utiliser les flashs, etc., comme on veut. Ou alors, il faut pouvoir le mettre au noir, c'est-à-dire qu'il va falloir fermer son toit, etc., pour pouvoir travailler, pour se donner plus de possibilités. Donc, voilà, le seul conseil que je donnerais, si vous faites... c'est un gros avantage de travailler en lumière du jour. C'est un coin qui est pratique, où vous allez pouvoir vous créer une lumière qui vous plaît, parce que la véranda ou autre, vous travaillez au quotidien, sans les contraintes des flashs, des vitesses de synchro, de la partie technique. Le conseil que je vous donne, c'est que si vous voulez qu'il soit évolutif, faites en sorte de pouvoir obstruer, d'avoir des prises partout et de pouvoir rebrancher des flashs pour pouvoir revenir au noir, en fait, simplement. Pour avoir plus de contrôle. Voilà, tout à fait. Voilà, donc installer un système de store ou... Par exemple, ou de rideaux occultants, enfin de rideaux, voilà, qui pourrait diffuser mieux la lumière aussi. Ça. Il y en a qui scotchent des bouts de carton, peu importe. Ouais, après, c'est souvent du bricolage. Justement, nous, on a souvent rencontré ce problème-là lors des tournages d'Ampara. On fait appel à un studio Daylight, mais que nous, on a besoin de mettre au noir. Et donc, on met des bâches de partout pour justement récupérer le... C'est ça, pour pouvoir après maîtriser ta lumière. Ouais. Exactement. On va passer à la 7e question. Quelles sont les erreurs typiques de débutants en photographie de studio et comment les éviter? Alors, le plus classique, c'est de vouloir tout éclairer en même temps. Donc, la première chose que je vous conseille, c'est de déterminer une source principale. C'est-à-dire que vous allez avoir un flash sur lequel il y aura l'électronique qui permettra de le piloter, sur lequel vous allez donner la lumière de départ. Si, admettons, je veux faire un portrait avec... Alors, si vous allez sur une des vidéos d'objectif photographe, vous avez les différents types d'éclairage. Oui, les schémas de lumière. Les schémas de lumière, vous avez un éclairage, par exemple, sur le dessus, va donner ce qu'on appelle le butterfly avec une ombre qui ressemble à un papillon, qu'on utilise souvent en mode. Si vous voulez faire un Rembrandt, c'est souvent une lumière qui est légèrement de côté, où en fait, on va avoir une partie du visage dans l'ombre avec un triangle de lumière. Ça conditionne l'image de départ, le type de... Donc, je vous conseille de régler d'abord votre première source. Les autres sources sont là juste pour accompagner. Donc, si j'ai réglé, admettons, un Rembrandt, ensuite, je vais me poser la question, est-ce que je veux le fond éclairé ou est-ce que je le veux bien noir? Est-ce que je veux déboucher un peu les ombres ou est-ce que je les veux bien denses? Est-ce que je veux... etc. Et en fait, c'est juste un élément de méthode. Vous réglez votre premier,
je dis n'importe quoi, s'il a une échelle de 0 à 100 en réglage, vous mettez à 50%. Et comme ça vous permettra de régler les autres torches plus ou moins puissantes ou moins puissantes autour de ce 50%. Et donc d'équilibrer. Ok. Mais quoi qu'il arrive, une source de lumière l'une après l'autre. C'est ça. En fait, dans la vraie vie, on a toujours une source principale et des sources d'accompagnement. Et en fait, on va réagir comme ça en studio. D'accord. Il n'y a que peut-être dans le milieu artistique ou autre où on a deux éclairages exactement identiques, de droite et de gauche, par exemple, pour dessiner le corps. Ok. Parfait. Simplement. Mais même dans ce cas-là, on commence par régler Oui, les lumières. on règle la première et après on équilibre Et l'autre après, on par rapport à la équilibre seconde, à la première. Exactement. Très bien. Est-ce que tu as déjà, parce que tu fais souvent des workshops Sur le studio, ouais. sur le studio, est-ce que parmi tes élèves, tu vois d'autres Les erreurs typiques, erreurs qui reviennent? c'est de ne pas contrôler son écran de contrôle et ils ont tendance des fois à, sans le vouloir, changer la vitesse, par exemple, Ouais. et dépasser la vitesse de synchro avec les flashs, D'accord. ce qui fait qu'ils se retrouvent avec des rideaux noirs, Avec des des bandes traces noires, noires, l'image. Ça c'est courant. Le truc le plus courant que je vois aussi, c'est que quand on travaille avec des lumières fixes, si je règle des lumières par rapport à toi, les photographes ont l'habitude de bouger autour du sujet. Ok. Mais en studio, en fait, il faut rester fixe. C'est le modèle qui doit bouger. Parce que mes éclairages, eux, ils sont fixes. Tout à fait. Et si je bouge, je vois souvent des photographes de studio qui, du coup, me prennent en photo les pieds qui supportent le fond, me prennent en photo les rideaux, me prennent en photo la clim dans le coin, etc. Alors qu'en fait, on doit rester fixe, on pourrait presque travailler avec un trépied, plus ou moins haut, et ensuite, on va ajuster le modèle et les lumières, mais pas nous. Alors que dans la photo classique, de mariage, en portrait extérieur ou autre, on a l'habitude de tourner autour. Là, il faut guider le modèle pour... Les débutants, souvent ce que je les vois, c'est qu'ils commencent à se mettre par terre, à se pencher, un truc comme il faudrait. Et non, il faut apprendre en fait à garder son sujet et ensuite modifier en fonction de ce qu'on veut faire autour de lui. L'inviter à modifier sa pose. Ça, c'est vrai que tous les débutants, ils me le font. À un moment donné, je les trouve accroupis par terre ou dans un coin, complètement penchés, etc. Ok, ouais. Donc le studio ne bouge pas, c'est le photographe qui doit amener... Moi, souvent, je me colle un tabouret, je m'assois, je me mets à l'aise, je me pose, mais j'ai réglé en fonction. Et si ça ne me convient pas, je vais aller bouger ma boîte à lumière et je reviens. Ok. Très bien. Parfait. Autre chose ou c'est Non, bon, pour moi, c'est déjà les deux grands. C'est déjà ça, vous y arrivez, c'est bien. Parfait. 8e question. Aurais-tu un ou plusieurs sets d'éclairage pour du portrait à conseiller pour un débutant qui est totalement perdu? On nous a souvent demandé ça. Est-ce qu'il existe des sets types bon, souvent on dit que non, mais... Oui, assez facile. Alors, en fait, je préfère qu'on passe par la compréhension du fonctionnement. Admettons que vous ayez des Softbox de 60-60 et que vous en ayez d'abord une. Si vous allez sur le cours d'objectif photographe, vous allez voir ce que je disais tout à l'heure, le butterfly, le Rembrandt, par exemple, le split, quand on fait du nu ou du corps, c'est-à-dire où on découpe de côté, et quand on fait, par exemple, une maternité et qu'on veut prendre un ventre, etc., c'est intéressant de l'éclairer dans le dos. Donc, le premier set, c'est ça, c'est savoir ce que vous voulez éclairer. Donc, la première source, vous allez la positionner suivant à peu près ces schémas-là. Ensuite, cette source, elle peut être orientée vers moi, sur le côté, ou carrément m'éclairer par le côté. En éclairant, si je prends l'octobox, c'est-à-dire qu'elle pourrait être tournée vers moi, mais si elle est tournée vers moi, elle éclaire aussi le fond. Si par contre elle m'éclaire comme ça, moi, elle m'éclaire toujours, mais par contre, elle n'éclaire plus le fond. D'accord? C'est travailler son orientation suivant. Suivant qu'on veut éclairer le fond ou pas. Exactement. Donc là, j'ai vraiment mon set de base, c'est-à-dire préparer ma première source. Ensuite, si vous commencez déjà comme ça et que vous avez déjà à peu près ce que vous voulez comme ça, sur la première source, soyez méthodique. C'est déjà pas mal. Première source, vous éclairez, dites je veux un éclairage par le dessus, sur le côté. Alors par le dessus, c'est souvent en mode pur. Sur le côté, c'est plus pour faire du portrait avec des ombres, un peu du Rembrandt, etc. Et les éclairages par derrière, plus pour quand on veut dessiner un corps, comme en maternité ou en nu artistique. Ok, donc en fonction de comment on veut... Voilà, là, on a 3 grands schémas, c'est facile. Sculpter Ensuite, suivant comment je veux sculpter, j'oriente plus ou moins, suivant que je veux plus ou moins éclairer mon fond ou pas. Si j'ai un fond gris, par exemple, il va pouvoir devenir gris, noir ou blanc. Oui. Et il y a aussi la distance entre le fond et le sujet qui va me permettre de régler plus ou moins fort en fait l'éclairage du fond. Ouais, tout ça, on explique... Xavier avait fait une formation comprendre et maîtriser son flash. Ça demande expliquer en détail. Voilà, c'est vrai que on peut pas le faire en un tuto comme ça. Mais voilà. Mais donc, régler votre première source en fonction du titre, déjà, essayez de les identifier. Regardez cette vidéo, c'est très pratique. Les autres sources, ensuite, par exemple, vont être d'éclairer le fond. Ça pourrait être la première chose à faire. En le mettant tout au sol avec un petit bol comme ça, ou en l'éclairant
vers le bas, on va faire un petit effet de dégradé d'halo sur le fond. On peut le mettre sur le côté aussi éclairé. Et en suivant comment vous allez l'orienter, vous allez aussi éclairer dans le dos et faire un effet de backlight. Parce que vous pouvez à la fois éclairer un peu le sujet et un peu le fond, par exemple. Donc ça, c'est typique. C'est-à-dire que vous avez réglé votre première source. Et ensuite, vous pouvez jouer un peu avec le fond derrière pour donner plus de contraste, de dégradé. Ça, c'est relativement facile. Okay. L'erreur de débutant que je parlais tout à l'heure, c'est de mettre les deux de chaque côté, de chaque côté à 45 degrés. Voilà. Alors, c'est vrai qu'en fait, ça peut fonctionner dans certains types. On le recherche parfois en mode, etc. Mais ça donne des images assez plates. Il faut savoir ce qu'on fait par rapport à ça. Un éclairage type aussi auquel les débutants ne pensent pas, c'est d'éclairer l'éclairage butterfly par le dessus. Vous regarderez encore la vidéo. Et d'en mettre un dessous en contre. Ça marche beaucoup en beauté, ça. C'est des petits sets faciles. Donc, une autre torche ou peut-être juste un réflecteur? Ou un réflecteur, les deux fonctionnent. Okay. Après, la torche permet plus de réglages, etc. que le réflecteur et évite de devoir tenir le réflecteur. Mais ça marche très bien. Donc, première chose, vous réglez votre source principale. Vous utilisez plus ou moins un réflecteur pour déboucher ou mettez une seconde torche, mais réglée très faible par rapport à la première, par exemple. Partez d'un réglage faible et augmentez au fur et à mesure pour voir le rendu. Soyez progressif. Première torche, vous positionnez votre seconde source en fonction de ce que vous allez avoir envie. Le fond, débouché, etc. Et ensuite, partez de zéro au réglage et montez progressivement. Et équilibré, comme ça. De manière empirique, ça marche très bien, en fait. Okay. Donc, première source qui éclaire le sujet. Deux, celle qui va déboucher la première source. C'est ça, ou qui va éclairer le fond, ou qui va donner un effet de halo. Ça dépend ce que vous avez envie de faire. Très bien. Et la méthode, c'est simple. C'est ne mettez pas tout à fond. Ouais. Ça sert à rien. Mettez-vous à 50%, et mettez pas tout au même réglage non plus. Essayez de varier, de changer les équilibres, vous verrez que ça donne des choses intéressantes. Et puis, des fois, éteignez certaines torches. Pour voir, des fois, on en met 3, 4 et tout, puis au final, on finit par les éteindre, et hop, ça donne autre chose. C'est mieux, ouais. Ça, c'est intéressant. Okay. Et toujours une torche l'une après l'autre. C'est ça. Pour voir exactement. le Soyez méthodique. Il faut être méthodique, c'est ça. 9e question. Donc ça, on nous a pas mal demandé aussi. Qu'est-ce que le low key et le high key? Je vais pas faire de blagues douteuses là-dessus. Donc c'est des anglicismes qui veulent dire en fait qu'on va donner la priorité aux ombres. On veut des images, comme vous voyez des fois des images en noir et blanc, de portraits qui se détachent à peine dans la lumière et tout le reste du visage est noir. Donc ça serait un low key. Ça veut dire c'est les ombres. Donc souvent pour obtenir ce genre de résultat, on va préférer une pièce noire pour éviter les réflexions. Ou on va taper très fort avec la lumière, mais de manière très localisée, donc avec des petites lumières, etc. Et on ne va pas mettre d'autres sources pour que les ombres soient très denses. Et puis on va sous-exposer volontairement. Donc globalement, c'est une image où il y a beaucoup de tons très sombres. C'est ça, c'est ce qui prédomine. Faible quantité de lumière. Exactement. À l'inverse, le high key, on pourrait le faire sur un fond blanc, une peau très blanche, éclairer tout très fort, le fond, le sujet, etc. Et travailler légèrement surexposé. Il n'y aurait plus que les cheveux, les sourcils et tout qui seraient noirs. Et on aurait une image très laiteuse, très blanche. Très clair, d'accord, okay. Et en fait, c'est simplement ça, quoi. Tout simplement. Après, avec un fond gris, par exemple, un gris clair, vous pouvez vous amuser. Ou si vous avez un fond blanc, un fond noir, un fond gris, en gros, vous faites à peu près tout avec. Et vous pouvez vous amuser facilement sur les deux sets. 10e question. Lors d'un shooting type sport, nécessitant une vitesse d'obturation élevée, comment faire pour figer le mouvement avec une vitesse de synchro-flash souvent limitée à un 2/100 de seconde? Okay. Donc peut-être tu peux revenir sur qu'est-ce que la vitesse de synchro-flash déjà. Alors la vitesse de synchro-flash, c'est que nos appareils sont limités en fait en termes de vitesse pour se synchroniser avec le flash. C'est-à-dire que si je dépasse cette vitesse d'un 200e, alors certains appareils vont aller à 250, à 320, mais bon, on va rester aux alentours de cette valeur. Si je dépasse cette vitesse, je vais commencer à avoir des rideaux qui vont apparaître. Toutes les vitesses sont en 2/100 de seconde. Il y a le premier rideau qui part, puis le second. Ce qui fait que tout le capteur est libre à un moment. Il n'est pas obstrué par les rideaux. Exactement. Et au-delà de 2/100 de seconde, les deux rideaux se déplacent. Voilà, les deux rideaux se déplacent en même temps. Ce qui fait que quand il y a l'éclair de flash qui va... Suivant où il est positionné, on va se retrouver avec les bandes noires. Et en fait, c'est l'ombre des rideaux sur le capteur. Alors, vous trouverez aujourd'hui, il y a plein de technologies qui permettent de faire de la haute synchro, etc. Bon, ça serait complexe de revenir là-dessus, mais quand on travaille au moyen format aussi... Obturateur circulaire, tout exactement, vous trouverez plein de choses. On pourra mais on est limité donc à un 200e. C'est ça. Donc, sur un 200e, quel est le meilleur moyen donc du coup de figer le mouvement? Eh ben, c'est là où va revenir en fait l'histoire de puissance et du coût des flashs.
C'est-à-dire que si je suis complètement dans le noir, et que d'un coup je mets un éclair de flash très fort, je vais donc éclairer l'image et imprimer l'image. Mais le reste du temps, je ne l'imprime pas, d'accord? Juste sur le temps de l'éclair. Juste sur le temps de l'éclair. Si ce temps d'éclair est extrêmement court, qui fait 1/10 millième de seconde, etc., il va avoir tendance à figer le mouvement plus, en fait, qu'un éclair qui serait à un 2 millième, 1 millième de seconde. Ce qui, au final, est beaucoup plus rapide que l'obturateur d'un appareil photo. C'est ça. Donc, en fait, la capacité à figer le mouvement à un 2/100 de seconde vient du fait d'avoir un éclair de flash très puissant dans un temps extrêmement court. Ce qui fait qu'on va donner la totalité de la lumière nécessaire à l'éclairage exact qu'on veut avoir dans un temps extrêmement court. Donc, si vous faites sauter vos modèles et que vous avez toujours des effets de fantôme, etc., c'est peut-être que vos flashs ont un éclair de flash pas assez puissant. Et ça, c'est typique des flashs entrée de gamme, c'est normal. Et oui, on pourrait même faire d'ailleurs une pause de 30 secondes si on est complètement dans le noir. C'est ça. L'éclair est tellement fort, c'est ça. Fort et rapide que... Si j'en ai 1600 joules, 1600 watts, comme on trouve sur des grands studios avec des éclairs de flash à un 10 millième, on arrive à figer une goutte d'eau sans problème. Ouais. On a une dernière petite question quand même, une petite question bonus. Pour les scènes photos de type studio extérieur, où il n'y a pas d'accès à l'électricité, quel serait le kit de base pour un photographe nomade? Ok. Alors en extérieur, souvent, on a un éclairage naturel. Donc, on peut faire du strobisme, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avoir des flashs Cobra déportés avec des petites télécommandes. Il y a des marques qui sont spécialisées là-dedans. Ça, c'est un kit de base. C'est un kit qui est très peu coûteux, qui est très facile à transporter. Parce qu'on a, du coup, avec un petit trépied lumière. Voilà. L'inconvénient des flashs Cobra, c'est que quand on le fait en fin de journée avec un soleil qui commence à être orangé, etc., c'est largement suffisant. Quand on est en intérieur, dans des pièces, dans un appartement et tout, c'est aussi suffisant. Par contre, dès qu'on va commencer à être en plein soleil et qu'on va vouloir donner d'autres effets, le flash Cobra ne va plus du tout être assez suffisant. Donc ensuite, il y a des marques qui proposent des torches sur batterie, qui vont donner un peu plus de puissance, qui vont être entre les deux, entre le flash studio. Et après, les grandes marques... C'est assez lourd, ça, non? Oui. Alors ça dépend. Des marques comme Godox, par exemple, aujourd'hui, proposent des kits à 400, 500, 600 euros, ça revient vite cher quand même, mais qui sont l'intermédiaire entre les gros rangers d'Elinchrom ou les Profoto, par exemple, qui sont très à la mode parce que très pratiques, mais qui vont être l'intermédiaire entre le flash Cobra, on va dire, et ça peut être une bonne alternative. Après, les photos que vous voyez des fois qui ont des styles cinéma, là, en plein jour où vous avez le soleil, vous avez pourtant le portrait avec les visages, le corps qui est figé, le skater en l'air, etc. C'est souvent fait avec des flashs qui font entre 400 watts et 1200 watts. Donc on peut monter à de grosses puissances, qui sont sur des générateurs, sur des batteries. Alors les nouvelles technologies font que certaines marques ont carrément intégré le kit batterie tout directement dans la torche. D'autres sont passées sur des batteries lithium qui sont plus légères, qui sont plus petites, avec plein de fonctions, de la haute synchro, etc. Après, la technologie va, mais là, c'est tout de suite 2500, 3000, 4000 euros pour certains kits. Donc, pour quelqu'un qui voudrait... Quelqu'un qui débute, je vous invite à faire du strobisme. Ouais. Déjà, pour apprendre et commencer, équilibrer ses éclairs de flash avec la lumière naturelle et tout, rien que le flash Cobra, c'est déjà redoutable. C'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas si simple que ça. Ouais. Moi, je sais que j'utilise... je sais pas si tu fais un peu de strobisme, toi. Moi, j'utilise... j'ai un kit Lastolite, je sais pas comment ça se prononce. Ouais, c'est très bien, ouais. Et en plus, c'est pas mal, il y a une housse avec, où on peut ranger... il y a dedans, il y a trépied à lumière, petite rotule pour fixer le flash, et une petite softbox. Ouais, c'est super. Voilà, c'est pas mal, je trouve. Et oui, parce que sur un flash Cobra, il existe des modeleurs, comme je vous ai montré, la softbox et tout, alors de plus petite taille, mais c'est déjà pas mal parce que ça permet de faire des choses très intéressantes. Ça permet d'agrandir la source de lumière. Tout à fait, ouais. Et aujourd'hui, il existe des kits, il y a des marques à la mode comme Yungnuo, par exemple, qui sont vraiment pas chers, qui vous font, voilà, qui font des flashs sans le TTL, parce que quand on va faire du strobisme, on veut leur donner des valeurs fixes. Certains, d'ailleurs, les plus simples, des fois, sont une simple molette, 0 à 100% de la puissance. C'est parfait, et on a besoin juste des télécommandes pour les déclencher, et ça fonctionne très très bien. Ouais. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On va conclure. Peut-être est-ce que tu peux donner un dernier petit conseil
pour ceux qui débutent? Alors, avant de donner un conseil, je voudrais d'abord justifier, on a été assez technique, on a parlé plutôt matos aujourd'hui, C'est vrai. parce que la plupart des questions des débutants qui nous ont été posées nous demandaient des questions sur le matériel. Et c'est logique parce que c'est un peu nouveau, et quand on rentre dans le monde du studio, c'est comment ça marche toutes ces choses-là. Il y a beaucoup d'accessoires, beaucoup de références, beaucoup de codes. Donc c'est normal. C'est normal. Par contre, si j'ai un conseil, comme tu dis, à travers tout ce qu'on a dit, essayez. Franchement, lancez-vous, c'est pas grave, il vous n'arrivera à rien. C'est que du plaisir, essayez. Essayez, testez, allumez, changez la position, changez complètement, et vous verrez que vous allez avoir des choses assez intéressantes et rapidement. J'espère qu'on a été assez clair. Si jamais vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. Si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos, ça se passe par ici. On a toujours notre petite vidéo bonus à télécharger juste là. Et vous retrouvez toujours plein de conseils sur le blog d'Objectif Photographe. Voilà, merci à toi Christophe, merci à vous, merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Ciao ciao. Salut. C'était la question sur le délai qu'il fallait que tu me poses. Ok. Non, c'est vrai, sur Unlocky, c'est-à-dire tu prédomines les ombres, donc tu vas sous-exposer. Les malades un peu, aujourd'hui il a un peu de mal. Je suis alors tout petit à côté de toi. Ah bah je suis un gros nounours à côté de Gabarit. Non, j'étais un cadeau. Bravo, non mais si, mais t'es fatigué, c'est pas grave. Je suis fatigué.